voir n'importe qui parmi vous et je vous pose la question par rapport à l'origine de la stratégie, vous êtes censé me répondre. Alors si je vous demande la question suivante, quelle est l'origine de la stratégie? C'est du management stratégique. Derrière. Oui, madame? C'est la guerre. En fait, on a emprunté la stratégie de l'armée, du militaire, ça veut dire, pardon, c'est conduire, effectivement. Donc l'origine de la stratégie, bien évidemment, c'est la guerre, c'est-à-dire comment on va contre-attaquer l'ennemi. C'est-à-dire qu'on va s'organiser. Est-ce qu'on va attaquer de devant, de derrière? Est-ce qu'on va l'affaiblir? Est-ce qu'on va faire ça sur des étapes? C'est ça l'origine de la stratégie. Par la suite, la stratégie a été empruntée pour être utilisée au niveau des organisations de manière générale et des entreprises de manière... Bien évidemment, la stratégie évolue avec le temps, comme le management évolue avec le temps, parce que tout simplement, l'environnement aussi change et évolue. Est-ce que la même manière avec laquelle on gère une entreprise dans les années 60 ou 80 serait la même que maintenant? À tous les niveaux, que ce soit au niveau de la stratégie générale ou que ce soit au niveau de la corporate stratégie, c'est-à-dire la stratégie intermédiaire. Donc, on sera toujours amené à changer notre manière de faire les choses. Et vous avez déjà vu ça, par exemple, par rapport au management de manière générale et plus précisément au management RH, par exemple, quand vous avez vu tout ce qui est lié au taylorisme, l'école des sciences humaines, l'approche systémique, et par la suite, on a commencé à parler du management participatif. Et maintenant, il y a d'autres types de management qui sont en plein émergence. Donc, je suis une entreprise, je suis une organisation, je suis une économie, je dois développer une stratégie. Et cette stratégie doit répondre à mon environnement. Maintenant, si je vous demande la question suivante, et je vous dis, est-ce que vous pouvez, je suis novice, je ne connais rien de la stratégie, est-ce que vous pouvez me donner une petite définition du management stratégique ou de la stratégie de manière générale? Oui, madame. C'est l'ensemble des décisions qui vont permettre d'atteindre un objectif. Quoi d'autre? Oui, madame. Pardon? C'est un plan, bien évidemment, qui doit être à la fois efficace et efficient. Oui. Tout à fait. C'est un fil conducteur entre le passé et l'avenir. Oui, madame? Tout à fait. Donc, si je voudrais résumer toutes les définitions que vous venez me donner, oui, madame. Oui, Mariva. Tout à fait. Donc, si je voudrais, vous allez trouver des centaines, peut-être des milliers de définitions de stratégie, mais qui veulent dire la même chose en fin de compte. Donc, là, le management stratégique veut dire, tout simplement, c'est l'ensemble des décisions et des mesures à long terme. Souvenez-vous du fameux triangle que j'ai dessiné la dernière fois et je vais revenir dessus par la suite. Donc, je suis sur une vision long-termiste de la décision. Je ne suis pas au niveau du fonctionnel. Par exemple, je suis dans une entreprise commerciale, n'est-ce pas? Et, par exemple, je vends des smartphones. Tout ce qui est lié à la facturation, à la comptabilité, c'est des actions fonctionnelles ou opérationnelles. Je suis sur l'opérationnalisation, c'est le quotidien. Doing every day by day the task. La stratégie, c'est ce que je vais faire sur le long terme. C'est-à-dire que pour cette entreprise, supposons qu'elle est installée, on donne seulement des exemples, installée sur Casablanca,
Par la suite, elle voudra s'installer sur Rabat. Peut-être aussi par la suite s'installer sur une autre ville, par exemple, je ne sais pas, Tanger ou autre. Là, oui, on parle d'une stratégie à long terme. C'est la vision de l'entreprise. Elle voudrait s'installer dans plusieurs villes ou dans une ville dans une année ou deux. Et une fois elle va commencer à mettre en place son plan d'action, elle va imaginer son plan d'action dans un premier temps, et puis le mettre en œuvre. Une fois elle va le mettre en œuvre, on va parler ici d'une stratégie fonctionnelle. On n'est plus sur la stratégie long-termiste. Nous, au niveau de ce cours, et je voudrais bien que vous fassiez la différence, on est au niveau de la stratégie à long terme, au niveau du top management. Par contre, quand vous parlez de la stratégie RH, de la stratégie marketing, vous êtes dans la stratégie intermédiaire. Vous êtes sur la corporate strategy. Et par la suite, une fois que je passe à la mise en place de ma stratégie, je suis sur l'opérationnel. C'est en fait comme si vous allez parler ici long terme, moyen terme et puis court terme. Ici, top management. Ici, c'est au niveau des différents processus et surtout au niveau des différents départements et processus de l'entreprise. Et puis ici, je vais passer au fonctionnel. C'est le day-by-day tasks. Supposons, pour aller s'installer dans cette entreprise, dans cette ville qui est par exemple Rabat, alors que je suis une entreprise qui est installée sur Casa, je vais dire un simple exemple. Par exemple, j'aurais besoin d'un magasin installé dans la zone X. J'aurais besoin de 3 commerciaux, par exemple, 2 comptables. C'est seulement des exemples. Une fois je vais commencer à mettre en place, par exemple, commencer à prospecter, à choisir un emplacement, à prendre contact avec une agence immobilière, là, je suis à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, on est sur des étapes. Et quand, au niveau de notre cours, on est ici, on est au niveau de la stratégie long-termiste. Donc ici, la définition que j'avais, pas imaginée, mais que j'avais proposée, c'est l'ensemble des décisions et mesures à long terme qui permettent aux gestionnaires de formuler des stratégies et les mettre en œuvre. Donc pour mettre ces stratégies, bien évidemment, on a besoin d'un plan d'action. On a aussi vu la dernière fois un terme très très important qui est un avantage ou l'avantage concurrentiel. Là, au niveau de la stratégie, parce que je cherche un avantage concurrentiel ou j'ai un avantage concurrentiel que je peux exploiter. N'est-ce pas? Une idée. On a déjà donné des exemples la dernière fois d'avantages concurrentiels. Est-ce que vous pouvez me donner encore des exemples de la vie courante? Essayez d'analyser ce qui se passe à côté de vous, dans votre environnement, et donner des exemples. Quelqu'un d'autre? Derrière. Oui, madame. Par exemple, la diversification. Qu'est-ce que tu voudrais dire par la diversification? Oui, tu peux dire qu'ils sont sur plusieurs domaines en même temps. Oui, ça pourrait être un avantage concurrentiel. Ici, Glovo comme autant Glovo, à mon avis, quand elle s'est installée par exemple au Maroc, parce que ce n'est pas une entreprise marocaine, à ma connaissance, je me trompe. J'ai l'origine de Glovo, c'est espagnol. Donc elle a déjà eu une certaine maîtrise du processus de la livraison. Vous voyez, ça c'est un avantage concurrentiel qui est très important pour elle. Parce qu'il y a beaucoup d'applications
beaucoup de jeunes au Maroc qui ont essayé de développer ce type d'application, mais ça n'a pas marché. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cet avantage concurrentiel qui est la maîtrise du métier ou l'expérience, bravo, de Glovo. Vous voyez? Donc ça, je pourrais le considérer comme un avantage concurrentiel. Une entreprise aussi pourrait avoir un autre avantage pour lier ça à ce que vous avez dit, la diversification. Elle est présente sur plusieurs domaines et ça pourrait être un point fort pour cette entreprise. Je dirais aussi maintenant, à votre avis, toujours en prenant l'exemple de Glovo, si une autre entreprise voudrait rentrer sur le marché, est-ce qu'à votre avis, ça serait facile pour elle? Donc pourquoi? L'oula a un avantage concurrentiel. Elle est déjà visible sur le marché. En plus, pour passer au management, c'est-à-dire corporate et le fonctionnel, elle est présente partout au niveau, par exemple, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'arrêtez pas de voir des publicités de Glovo. Vous êtes sur Internet, vous voyez des publicités de Glovo, donc ce qui fait, ils sont aussi présents. Non seulement ils ont un avantage, mais aussi au niveau de la planification, ils sont sur ce que vous appelez en marketing. C'est une stratégie offensive. Ils sont offensifs sur le marché. Ils essayent un petit peu de l'attaquer par tous les moyens. Aussi, pour rester toujours sur la digitalisation, si vous voyez un petit peu ce qui se passe avec TikTok. Normalement, TikTok, il aurait eu du mal à s'installer parce qu'il y avait déjà des applications existantes, à savoir Facebook, Insta, Snapchat, ainsi de suite. Mais par contre, elle arrive maintenant c'est-à-dire à attirer un public bien précis. C'est plus les publics de moins 20 ans. Maintenant, je crois qu'ils sont à plus d'un milliard. Je crois qu'ils ont dépassé les 1 milliard. Parce qu'ils ont ciblé la catégorie qui ont grandi avec la communication, avec les capsules vidéo, avec les vidéos, alors que moi, pour me dire, Sarah tourne une capsule vidéo, ce sera très difficile pour moi. Mais par contre, si je suis un jeune de 12 ans, c'est très facile. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que, vous savez, l'environnement change, et chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Alors, tu as tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est hardware aussi, a bien marché durant le confinement et durant cette crise sanitaire. Et le marché avance de plus en plus. Je viens d'entendre hier que maintenant Facebook essaie aussi, c'est-à-dire tout le groupe essaie de changer un petit peu le nom, sa cible aussi, pas sa cible, mais aussi sa stratégie avec laquelle ils travaillent. Maintenant, ils veulent développer tout ce qui est 3D. Je ne me trompe pas, ma mémoire est bonne. Donc, ils sont pas sur le court terme, ils sont sur une stratégie long-termiste. Ils sont sur la recherche et l'innovation. Donc maintenant, j'essaie un petit peu de vous donner des exemples de grandes entreprises, de petites, dans le digital, dans le commercial, ainsi de suite, pour que vous puissiez un petit peu vous comprendre pourquoi on parle de Marc est vraiment très intelligent, entouré de personnes très intelligentes, parce qu'il sait que demain, c'est le digital. Il y a toujours des changements et demain, c'est le digital. Je reviens. Surtout pour vous. Madame, je peux m'en débarrasser. Vous ne pouvez pas me le faire. Et il faut savoir, peut-être que j'avance un petit peu les choses. Par exemple, téléphone, moi je m'en souviens, j'étais encore jeune, le téléphone mobile, personne ne voulait d'un téléphone mobile, parce qu'on avait un téléphone fixe à la maison. On a créé le besoin. Maintenant, personne ne peut sortir son téléphone. Le téléphone, c'est la panique totale. GPS fait. Le téléphone de ta maman, il est à l'intérieur, de ton papa, de tout le monde.
C'est-à-dire, si ton téléphone n'est pas là, tu es totalement perdu. Tu ne sauras même pas aller, je ne sais pas, même en voiture, on arrivait à mémoriser des lieux, maintenant on ne le fait plus. GPS, de point A au point B. Tourne à gauche, tourne à droite, puis tu arrives. Vous voyez? Oui, madame. Oui, oui, c'est un avantage concurrentiel. Alors, nous, par exemple, l'exemple de Coca-Cola. Elle a un avantage concurrentiel par rapport au goût. Il a par exemple le marché de Coca-Cola au niveau des pays arabes. Des pays arabes. Quand ils ont une stratégie de commercialisation, parce que quand tu as des oligopoles, parfois ils se mettent d'accord. Ils le font pas d'une manière légale. Ils s'alignent un petit peu sur les prix. Et les autres, c'est à peu près la même chose. Donc c'est un oligopole. Inch'Allah, à la question de la je reviens. Je ne sais pas qui m'appelle, mais en fait, avec Pepsi, ils se sont partagés les marchés dans un premier temps. Ils se sont partagés, par exemple, au niveau des pays du Maghreb, on avait plus de Coca-Cola. Par exemple, au niveau des pays du Golfe, on avait plus du Pepsi. Maintenant, Pepsi, ils ont, par la suite, avec la mondialisation, ils ont commencé à s'ouvrir, à changer leur stratégie commerciale. Mais malgré ça, maintenant, si tu demandes à un Marocain, est-ce que tu voudrais Pepsi ou Coca-Cola? Il va aller vers Coca-Cola. Tout simplement parce que, pas tous, mais la grande majorité, elle va aller vers Coca-Cola. C'est pas un monopole, c'est un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que le produit, il est déjà établi sur le marché. Une certaine habitude à consommer ce produit. Donc pour que tu viennes et tu me demandes de changer le produit, c'est un petit peu difficile. Samsung autant que téléphone, au départ, il avait un avantage concurrentiel. Et il a toujours un avantage concurrentiel. Par exemple, Régie, même si vous allez rigoler pour le nom, le Huawei, comme vous l'appelez, il y avait une petite difficulté à ce niveau-là pour qu'il puisse un petit peu rentrer sur le marché. Mais Samsung avait déjà un avantage concurrentiel à ce niveau-là, que les autres marques ne l'avaient pas. Parce que maintenant, pour nous, les références au niveau des smartphones, directement, c'est Apple et Samsung. La Nokia, Infinix, rien du tout, c'est tout simplement, ça c'est un avantage concurrentiel qui est lié à la visibilité de la marque au niveau du marché. Ça c'est un avantage. Il y a aussi la part des marchés qui pourrait être un avantage. Et aussi, supposons que je suis une entreprise établie, et il y a une autre entreprise qui voudrait rentrer sur le marché, il y a le problème des coûts. C'est comme l'exemple de Tesla. C'est vrai qu'il est sur un volet bien précis, mais les voitures Tesla restent très très chères par rapport aux autres voitures allemandes, BM, je ne sais pas, ou d'autres. Tout simplement parce que la maîtrise des coûts n'est pas encore faite. Peut-être que par la suite, ils vont rester toujours sur le haut de gamme, mais ils vont avoir un avantage sur les coûts par la suite. Parce que j'ai déjà une expérience. Je vais un simple exemple. Supposons que vous faites de la comptabilité. Yes? Tu as une expérience de 2 ans, par exemple, ou j'ai eu mon diplôme avec une expérience de 3 à 4 mois. Est-ce que je serai performante comme vous? Parce que oui, un avantage concurrentiel, c'est l'expérience. Parce que la théorie n'a rien à voir avec la pratique. Un exemple simpliste de la chose, oui. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi.
Donc, elle travaille avec elle-même. Maintenant, si la petite Apple, en tant qu'entreprise, elle a une grande partie de son activité, elle externalise. Elle, Samsung, ou elle, Huawei, ou Huawei. Elle a Chine. Prenons les smartphones, la batterie, si vous êtes, toutes les batteries, presque toutes les batteries que vous utilisez, c'est des batteries d'origine de Chine. Tu vois? Donc, ici, l'entreprise pourrait vendre avec de la perte au départ, le temps qu'elle soit connue sur le marché. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire que l'autre entreprise a un avantage concurrentiel. Moi, en tant que concurrent, je ne pourrais pas rentrer sur ce marché. Et si tu ne fais pas d'adapter, ça va rentrer dans le marché ou un déclépart de marché. Tu vois ce que je voudrais dire? Comme c'est l'exemple pour Nokia ou pour BlackBerry. Ils étaient le top dans les milieux des années 2000, 2008, 2009. C'était le top du top. D'abord, je vois c'est Nokia. Et chez les Havolèques, c'est peu de gens qui vont l'acheter. Parce qu'il y a toujours la cote de Samsung, de Apple, Samsung, et puis par la suite, maintenant, il y a d'autres marques, notamment Huawei ou autres. Pardon? Xiaomi, c'est une autre marque encore. Le marché pourrait être saturé. Au bout d'un moment, on aura plus d'offreurs que le marché sera saturé. Je n'aurai pas la différenciation à ce niveau-là, elle est récente. C'est comme l'exemple des voitures. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. S'il vous plaît, les jeunes, la stratégie, vous pouvez la trouver, ou le cours, vous pouvez le trouver sur Internet. Et je peux vous communiquer le support cours. Le plus intéressant et qui a plus de valeur, c'est l'échange qu'on aura ensemble pour débattre nos idées. Vous vouliez là, madame, ça, c'est pas comme ça, je le vois comme ça. Moi, je dirais bon, moi, je le vois comme ça. On va essayer de trouver un compromis entre nous. C'est ça le plus important au niveau de notre cours. Oui, monsieur. Des smartphones au Maroc, oui. D'accord, de toute manière, une entreprise, c'est-à-dire la quantité de vente des téléphones ou des produits, changera d'une année ou une autre. La question maintenant qui se pose, pourquoi on achète maintenant cette marque? Il y a aussi un avantage, c'est le prix. Qualité-prix. Le rapport qualité-prix. Oui? Enfin, comme j'arrive pas à vous entendre, si vous vous calmez, j'arriverai à entendre. Oui, madame, la dernière phrase. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, il a Apple comme entreprise, elle se positionne sur le haut de gamme. C'est la notoriété, c'est pas seulement la notoriété, mais il y a la stratégie, le mindset qu'il y a là, au niveau de la production de ce smartphone. Excuse-moi, ça ne veut pas dire que le téléphone Apple est meilleur que les autres. L'utilité est la même.
donne un téléphone à 2000, la même utilité qu'un téléphone à, je sais pas, à 10 000 ou 11 000, parfois même ils arrivent à 17 000, 20 000 les téléphones d'elle. C'est à peu près la même chose. Mais moi, je me suis positionnée à ce niveau-là. C'est des entreprises qui ont choisi une niche. Il y a la niche d'elle. Il y a la stratégie d'elle. أنا بغيت نكون في الhaut de gamme. أنا ما بغيتش نكون في البas de gamme. Je vais vendre moins. L'argument de vente d'Yali, moi, je suis au niveau de la haute gamme. C'est quelque part la même chose pour Apple. Apple, plus, c'est comme un produit de luxe. Oui, on dirait comme c'est un produit de luxe. C'est un show-off. Show-on, pardon. Comme si tu parlais par exemple, quand on fait quand si vous suivez un petit peu tout ce qui est voiture encore une fois, qui comparent ces voitures. Parfois tu vas trouver la même voiture avec la même fonctionnalité, une qui coûte très cher, une qui coûte moins cher. Par exemple, l'exemple c'est comme la dernière fois. Corolla, oui, c'est la Honda. C'est parmi les voitures les plus performantes à l'échelle internationale. Mais les gens vont s'orienter par exemple vers la BMW. Si tu compares les deux, Corolla elle est plus fonctionnelle, qualité-prix. Mais il y a des gens qui vont choisir la BMW. Pas par rapport à sa fonctionnalité, elle a sur la même fonctionnalité que l'autre, mais c'est par rapport à l'image de marque. Je voudrais être catégorisée pour la partie. Et donc l'entreprise joue sur ça. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Oui, c'est... C'est ça, c'est le comportement. Alors, on nous manipule. Parce que comme comme des habitudes de consommation, vous êtes manipulé. Le smartphone, au départ, il n'y avait pas de besoin. On a créé le besoin. Maintenant, on a créé les besoins des réseaux sociaux. On devient même addict avec le scrolling, avec beaucoup de choses. Alors il faut acheter tel téléphone, telle voiture, telle marque, mais si je peux donner un exemple dans notre vie courante, par exemple, ils nous disent comme quoi il faut étudier, il faut travailler, acheter une maison, marier, voyager. Mais est-ce que les gens ils sont vraiment convaincus de la chose? Est-ce que c'est un choix personnel? Non. C'est l'environnement qui les pousse à prendre des... Je sais pas, Ronaldo ou un autre avec un beau corps, un bon sportif, et vous allez vous référencer à cette personne, pas d'une manière consciente, d'une manière inconsciente, et vous allez consommer ce que Ronaldo ou autre vous a présenté comme produit qu'il utilise, alors que peut-être que lui il ne l'utilise pas, et vous allez l'acheter. Tout simplement parce que vous allez vous référencer à un personnage ou à une personnalité publique. La même chose pour les influenceurs. Maintenant, les influenceurs, ils sont même utilisés au niveau politique. C'est pas seulement pour les entreprises. Les ministres tout, ils pourraient faire appel aux influenceurs. C'était utilisé par exemple dans la dernière campagne au Maroc, ça a été utilisé, n'est-ce pas? On avait fait appel
à des personnalités publiques, à des chanteurs et autres pour la vaccination. Maintenant, il faut vraiment suivre les news. Si vous prenez par exemple l'Élysée en France, il y a ni Macron, c'est un jeune, une référence quelque part dans sa manière de voir les choses avec celui du Canada. Ils sont très open mind dans leur manière de faire les choses. Ils ne sont pas dans l'old school, new school. Ils utilisent les influenceurs. Vous connaissez Nabila. Elle n'a rien de spécial. Elle a un certain nombre de followers. On fait appel à elle. Si on parle des Kardashians, qu'est-ce qu'ils ont comme valeur ajoutée? Rien. Mais ils ont un nombre de followers. Et on va les utiliser encore une fois. Et donc ça aussi, ça rentre quelque part dans la stratégie, mais pas dans la stratégie long-termiste, sur le corporate et sur le fonctionnel. Très bien. On ferme cette parenthèse par rapport aux avantages concurrentiels et on va revenir un petit peu sur... Ah d'accord. S'il vous plaît les jeunes. Comme de la communication. Elle fait de la communication. Il y a un autre type de communication. Ben, en fait, comment il s'appelle? Elon Musk, c'est une personne, c'est un fou. C'est-à-dire si on le prend avec les standards normaux, c'est un fou. Il est anormal. Et si on le prend avec les standards d'un entrepreneur, il est très fort. Donc il a fait pas mal de choses. Il est comme ça. C'est une personne qui aime faire des choses et proposer de nouvelles choses. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Il y a des études qui se font dans ce cadre, comment habiter dans la planète Mars. Donc, c'est qu'il a les standards normaux, il a un standard d'entrepreneur, novateur, de créateur, il est le top du top. Parce que pour sortir du lot, il faut que tu sois différent. Et tu prends des risques. En plus, maintenant, l'État américain travaille avec Azimuth. Par exemple, tout ce qui est aéronautique, il est financé par l'État. Parce que ça a un avantage. Normalement, la fusée, quand elle partait dans l'espace, on perdait une grande partie de la fusée. Maintenant, la fusée, quand on cherche. Donc, ils ont investi sur son projet et son idée, et ça rejoint aussi la stratégie des États-Unis. On utilise maintenant, qui a avancé les choses, maintenant les entreprises, ils ne sont pas obligés de tout faire. Ils sont obligés de tout faire. Regardez tous les temps, il y a le coronavirus, il y a les vaccins. Les vaccins, ils sont développés par qui? Je ne suis pas d'accord. Là, qui a développé, si on prend l'exemple de Pfizer ou d'autres, je connais qui a développé mais qui gère la campagne de vaccination. C'est ça, elle est là. La recherche se fait au niveau de l'université. Là, je vais investir dans un labo à l'intérieur de mon entreprise. Il vaut mieux que je finance une tierce partie pour faire la recherche à ma place. Et par la suite, je vais l'utiliser. C'est-à-dire à travers, par exemple, les doctorants ou les doctorats ou des laboratoires de recherche,
Je finance un laboratoire, je finance un chercheur. Pourquoi? Au niveau des universités. Maintenant, les entreprises, Ramchal, il y a l'entreprise qui assure tout le processus de A à Z. Maintenant, plus les entreprises sont de l'externalisation. L'Apple d'abord qui attaque le design, qui appelle les différents partenaires à le design, il est plus centralisé sur le software. Il n'est pas centralisé sur le hardware. Le hardware, il peut l'acheter partout. L'écran, c'est un écran Samsung. La batterie, c'est une batterie Huawei. Ainsi de suite. Tu vois? Donc, mais c'est la stratégie de l'entreprise principale, tout d'abord long termiste, et puis, encore une fois, la contrôler et sur le court terme, qui va permettre ça. Une entreprise prospère. Je vous donne 1 ou 2 minutes pour penser. Quels sont, à votre avis, les critères qui vont me permettre et pourquoi on va parler d'une entreprise prospère? Oui. C'est la croissance et le succès de l'entreprise à long terme. En fait, il y a plusieurs bénéfices, mais c'est aussi de garder sa place au niveau du marché, mais pas seulement survivre, mais se développer. La survivre, c'est pas bon pour l'entreprise. L'exemple, c'est les artisans marocains. Des personnes qui survivent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter à leur environnement. Alors, s'ils ont pu le faire, ils auraient pu avancer. Parce que maintenant, avec la crise sanitaire, c'est de pire en pire pour eux. Une entreprise prospère, une entreprise à succès, c'est une entreprise qui arrive à survivre sur le marché. Une entreprise agrandir, où j'arrive pas à m'agrandir plus. Donc j'ai un problème. Normalement, une entreprise, elle se développe. Elle doit être en croissance. Elle pourrait passer par des moments de crise, mais elle doit savoir rebondir. L'exemple est comme la dernière fois. Quel peut consulter tout le j'ai des clients, autre chose. Donc je le vends. Donc c'est la même chose pour l'entreprise. Alors, il y a plusieurs moyens. Je vais citer quelques-uns. Oui. Il y a la vente, c'est-à-dire les parts de marché, la notoriété. Oui, l'impact, c'est-à-dire qu'on a envie d'acheter ce produit. Oui, monsieur?
تخرج ما شدكمش انا بالقناع. Oui. Une capacité. Oh, je pourrais dire que la technologie aussi pourrait être considérée comme un moyen pour permettre à une entreprise dans le temps. Excellent. Est-ce que vous pouvez compléter la fréquence des innovations? Monopole de marché, mais ce n'est pas toujours assuré au niveau, c'est-à-dire ça dépend des secteurs. Maintenant, les jeunes, si je vous pose la question par rapport à l'innovation, est-ce que l'innovation prend une seule forme ou elle pourrait prendre plusieurs formes? Expliquez-moi. Quelqu'un derrière, s'il vous plaît? Comment je pourrais innover? Par exemple, le développement le vaccin Covid, c'est une innovation. Mais c'est une innovation, je dirais, dure. Je pourrais innover autrement. Maintenant, on parle même de l'open innovation. Open innovation. C'est des termes que vous devez savoir. Tout le monde les connecter à la caméra. Oui. Il y a le progrès technique, certes, mais je peux aussi dire une innovation assez simple. Là, combien du pain, peut-être qu'il est calorique, ou l'enzyme une allergie de gluten, je peux développer quelque chose de gluten. Sans gluten, par exemple. J'ai vu encore une fois dans une émission, quelqu'un, il utilise comment on appelle ça? J'ai perdu le terme en français. Comment on dit en français? Les noisettes. Les noisettes, il utilisait les noisettes, en fait, il utilisait l'huile, de l'extraction de l'huile, et par la suite, il utilise le reste des noisettes pour avoir pas cette semoule, mais cette farine de noisettes qui pourrait être préparée par la suite et utilisée comme une farine sans gluten. Exemple, ça c'est une petite innovation. Je pourrais innover, par exemple, j'utilise des bouteilles en plastique. Maintenant, le plastique, vraiment, il faut vraiment l'éviter. Je peux penser à un process pour vendre de l'eau, par exemple, sans faire appel à des bouteilles d'eau. C'est comme un simple exemple, Starbucks. Le concept n'est pas développé au Maroc, mais à l'étranger, si tu viens avec ton mug pour boire un café, c'est qu'une réduction. Ça pourrait être considéré comme une petite innovation. Tu vois, c'est une toute petite innovation dans la manière de vendre. Je pourrais penser à tout ce qui est, je sais pas, par exemple, tout ce qui est produits cosmétiques, tout ce qui est naturel. Et ça pourrait être considéré comme une innovation. C'est-à-dire que l'innovation, elle ne prend pas forcément l'innovation, comme vous l'avez dit, progrès technique et technologique. Elle pourrait avoir plusieurs formes. Et maintenant, il a l'exemple de Pfizer ou autre. Un homme des brevets. Brevet qui dure d'une année jusqu'à 5 ans, parfois il peut aller même jusqu'à 10 ans. Une fois écrit le brevet, ça sera de l'open innovation. Il pourrait être utilisé par d'autres entreprises. C'est le même process qui va être copié et utilisé ailleurs. Donc c'est ça ce qu'on voudrait dire par l'open innovation. Maintenant avec tout ce qui est accès à Internet et les données. C'est comme un autre exemple. Par exemple, pour les énergies renouvelables, il y a des process qui sont open innovation ou open data.
tu peux utiliser. Ça veut dire, par exemple, utiliser tout ce qui est déchets des animaux, par exemple. Utiliser tout ce qui est déchets de l'huile, par exemple. Donc ça, c'est des process que tu rentres sur Internet et tu peux les utiliser. Et tu peux les vendre et les commercialiser. Donc vous voyez, donc, quand je parle d'innovation, ça ne veut pas dire forcément tout ce qui est lié à la technologie. L'innovation pourrait prendre plusieurs formes. C'est-à-dire une innovation dure dans tout ce qui est vraiment innovation technologique, ou de process ou technique, mais on pourrait avoir d'autres innovations. L'exemple d'aujourd'hui de l'open innovation, la valeur finale des Tesla, ils travaillent avec des batteries. Là où le même concept, c'est à certains moments, maintenant, c'est tout le monde qui s'aligne sur tout ce qui est hybride ou tout ce qui est électrique. Vous voyez, donc ça fait partie de l'innovation. Il y a aussi tout ce qui est lié à la rentabilité de l'entreprise, est-ce qu'elle est rentable ou pas, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs critères qui vont permettre de dire est-ce que c'est une entreprise prospère ou autre. Donc à travers la stratégie, notre objectif, à travers la stratégie de manière générale et le management de manière spécifique avec ces différentes formes, mon objectif c'est d'assurer à la fois la survie de mon entreprise, mais aussi la prospérité de mon entreprise, c'est-à-dire sa rentabilité, elle doit s'agrandir, elle doit faire pas mal de choses. J'ai des exemples très simples. BIM et l'épicier. L'épicier عنده الحانوت عمره ما بدا مسكر باش يبدل الحانوت ديالو. BIM جات من موراه الى ان بو اتاكي كل مره. Maintenant, même dans les petites villes. BIM, autant que BIM, elle a aussi un avantage concurrentiel à ce niveau-là. Elle a trouvé le marché vierge. Au départ, c'était que des produits turcs. Ils ont imposé. Pour moi, j'ai une autre vision par rapport par exemple, le BIM. Moi, je préfère qu'on ait une marque marocaine qu'elle se développe au lieu d'avoir des marques étrangères. Certes, l'investissement direct à l'étranger est intéressant, ça crée de l'emploi, mais c'est une arme à double tranchant, à mon avis, et ça n'engage que moi. Parce que j'ai beaucoup de fonds qui vont aller à l'extérieur. Ils غتديهم BIM, غتديهم باش غتديهم بالدرهم غتديهم بالدولار. ما بدو ملي غيدي لا رونتابيليتي ديالو غيديها بالدرهم غيديها بالدولار. C'est ce qui cause un problème toujours au niveau de la balance commerciale du Maroc. Oui, ça c'est un avis personnel entre guillemets. Donc on va revenir maintenant au processus de management stratégique. Le processus du management stratégique. Comme on avait dit, la stratégie, c'est un ensemble de décisions un avantage concurrentiel. Pour le fait, on doit avoir un processus de management stratégique. La première des choses, je dois définir le secteur sur lequel je travaille. La deuxième, je dois établir une vision sur le long terme. La troisième, je dois établir une analyse interne et externe de l'organisation ou de l'entreprise. Je choisis une stratégie et puis j'essaye de la mettre en œuvre. Je répète, il faut que je définisse le secteur d'activité sur lequel je voudrais travailler. Il faut que j'arrête ma vision sur le long terme. Par la suite, il faut que je fasse une analyse ou un diagnostic interne et externe. Je choisis les stratégies et puis je les mets en œuvre. Souvenez-vous, je parle d'un process. Donc un process, étape 1, étape 2, étape 3, ainsi de suite. Mais c'est un process. Normalement, il devrait être lié. C'est comme une chronologie, c'est un processus qui est lié l'un à l'autre.
n'est-ce pas? Mais il y a aussi toujours ce qu'on appelle la rétroaction. Il n'est pas linéaire. Ce qu'on appelle la rétroaction. Le processus stratégique n'est jamais linéaire. Exemple. Voilà, c'est comme exemple d'Yalna en tant que personne, et puis je vais aller vers une entreprise. Rafine au centre, la faculté, c'est ça mon objectif. On oblige le pass sanitaire, je n'arrive pas à monter par exemple au niveau du tramway. Voilà, le plan D est déjà établi. Mais elle a jamais qui a arrêté mon processus. Mais moi je dois arriver à ce point. Je change ma stratégie. Il y a une diététique, il y a, je ne sais pas, je fais de l'autostop, je prends un taxi, vous vous débrouillez. Parce que la décision que tu vas prendre toi, ce n'est pas la décision que je fais. Pas ma décision. Donc chaque personne va choisir une stratégie tout à fait différente. La même chose pour l'entreprise. Chaque entreprise va choisir une stratégie différente de l'autre. Mais quelque part, le process est toujours le même. Il faut que j'ai une vision sur le long terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais être par la suite. Une stratégie d'hier. Je ne sais pas si vous le faites de temps à autre, mais moi je le fais de temps à autre. C'est un exercice difficile, mais il faut le faire. Pour nous soutenir, il faut que je fasse un plan d'action. Un plan d'action, c'est étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, ainsi de suite. Et à chaque fois, ainsi de suite. Sinon, tu comptes, tu vois ça chez ton mobile ou il reste. Donc, je parle en tant que personne ou une entreprise. Elle doit avoir une stratégie. Donc, elle doit avoir un processus stratégique, une vision des choses, une vision des choses, faire une analyse, mettre en œuvre et toujours avec cette rétroaction. À chaque fois, je m'adapte. Alors, خاص تكون عندي une vision, mais aussi خاص تكون عندي une mission. N'est-ce pas? Si je vous dis, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre vision et mission? Mission, principalement, c'est mon objectif que je voudrais atteindre. Ma vision, et on va revenir sur ça par la suite, ma vision, c'est comment je souhaiterais être par la suite. Par exemple, je ne sais pas, je souhaite être connue mondialement, par exemple. Ça, c'est une vision. Et ma mission, c'est l'objectif que je vais atteindre par la suite. Très bien. Il faut que j'analyse la situation. Donc, il faut à ce niveau-là évaluer à la fois les occasions, mais aussi évaluer les menaces. Regardez comme un simple exemple que je te montre. Je voudrais être première dans mon ensemble. Ça, c'est un objectif, n'est-ce pas? C'est pour simplifier les choses. J'ai des occasions, par exemple, je peux réviser avec, j'ai un parent ou quelqu'un qui maîtrise des choses, je pourrais réviser avec lui, je peux faire des choses. Mais je pourrais aussi avoir des menaces à ce niveau-là. Le temps, des obstacles, quelqu'un qui est meilleur que moi dans une matière, la concurrence. C'est une menace pour moi. Dans l'entreprise, on travaille d'une manière, et au niveau du personnel aussi, on travaille d'une autre manière. Et on développe des stratégies. Et les personnes qui réussissent dans le milieu professionnel, c'est les stratégies. Mais chez les gars, parce que
فين بغيتي خدام لي بشويه بشويه tu vois rien, tu vois que du feu. Et lui, il nous contacte avec X. Il fait une formation Y. Il s'approche du directeur, il s'approche de l'RH. Il développe sa stratégie. Ou d'une manière consciente ou inconsciente. Il y a une stratégie. Et ça, je suis pas bref. أما هذاك اللي مسكين ما عرفش يصرف ما يحضر صباح مشي c'est pas bon. C'est pas bon. Donc c'est la même chose pour une entreprise. Elle a des occasions, elle a des menaces. Et elle doit être capable de t'acheter des occasions où elle minimise le risque des menaces pour les éviter ou minimiser les risques. Exemple, d'abord maintenant, une entreprise déjà établie, maintenant la restauration. Une autre entreprise. L'oula a un avantage concurrentiel. Mais peut-être que elle dit qu'il y a donc c'est une menace pour elle. Donc, si elle n'est pas capable de s'adapter, elle va disparaître. Tout ça, elle va disparaître. Donc, dans chaque environnement, il y a des menaces et il y a des occasions. Je veux l'Apple, ou la Samsung, ou ils avaient des forces au niveau du marché. Ils avaient des occasions. Mais il y a d'autres entreprises et d'autres marques qui les ont menacées. Il y a King Burger ou McDo, par exemple. McDo. C'est des concurrents. C'est des concurrents même aux États-Unis, c'est des concurrents. Mais McDo, par exemple, il a un avantage concurrentiel. Il est plus connu et parmi ses avantages, c'est pas seulement le fast-food, c'est le delivery. Self-service ou delivery également constitue un avantage. Par exemple, il a dit tout. Observez ce qui se passe autour de vous. Il dit tout McDo, le deuxième. Le deuxième. La corniche. Je ne sais pas. Maintenant, Burger King. Alors que tout simplement, c'est qu'il n'a pas su s'adapter. Ou peut-être que la décision en elle-même de s'installer, elle n'était pas bien. Parce que tu as déjà un état établi, ou tu changes, ou tu proposes quelque chose qui va attirer l'attention du consommateur, ou tu t'installes pas toi-même. Tu prends un marché qui est encore, si tu peux me permettre d'utiliser le terme, hier, avec moins de risques. Oui. Fridays. Fridays, il était très connu au départ. Il présentait des plats très intéressants. Le souci qui s'est posé, il n'a pas gardé la même qualité. Et donc il a perdu sa clientèle. Parce que, mais il ne suffit pas seulement d'avoir un bon concept. Il faut avoir un bon concept où il faut le maintenir. Moi, je sais que je pas de l'origine de l'eau. Là, à fait l'origine, l'histoire de l'entreprise. Tout à fait. En fait, c'était quelqu'un qui voyait un fast-food des sandwichs. Et c'est de là où il a eu l'idée de développer ce concept qui est le concept de McDo. D'abord, McDo, il a acheté des États-Unis. C'est le bas de gamme. Ou le Canada, c'est le bas de gamme. Cliti McDo, بحال ما cliti شي snack ديال 5 دراهم.
le bas de gamme. On a le Maghreb, il a sa cote dans les pays. Tout simplement parce que le concept qui était vendu à ce niveau-là, le fast-food, on ne le connaissait pas. Maintenant, il commence à se développer, le système de fast-food. Et en plus, vous le quittez, c'est installé au Maroc. On a les tacos, je dirais la cuisine asiatique, etc. Pardon? Pardon? Canadien, je match le terme. Peut-être, de toute manière, tout ce qui est italien et autres. Oui, et tout ce qui est. Et indienne, ça aussi, elle commence à se développer, coréenne aussi. Mais ça n'a rien à voir avec la cuisine indienne au vrai, et ça n'a rien à voir avec la cuisine asiatique en vrai. Toujours, il y a des adaptations. Même le goût de Coca-Cola n'est pas le même partout. Il y a certaines adaptations qui se font par pays. Très bien. Tout ça pour dire que je pourrais avoir des avantages concurrentiels, je pourrais avoir des occasions concurrentielles, comme je pourrais avoir des menaces à ce niveau-là. Autant qu'entreprise, je dois sauter, j'emprunte le terme, je sauter sur les occasions et essayer d'esquiver les menaces. Quelle le faute? Une occasion, je marque le but. Une menace, où j'essaie de me défendre, ou j'essaie d'esquiver pour arriver au but. C'est la même chose. La problème, c'est bon. La planification stratégique, tu avances des choses. C'est à peu près ça. Je vois le plan d'action. Un objectif, long-termiste. Mais un plan d'action que tu arrêtes. Je voudrais revenir à cet exemple. Je voudrais l'installer à Rabat. Ça, c'est mon objectif. J'arrête un plan d'action. C'est-à-dire, j'essaie de voir les étapes à travers lesquelles je dois passer. Je dois avoir un magasin, j'ai estimé que j'aurais besoin de 3, par exemple, personnels, etc., etc. Et je commence, c'est ça mon plan d'action. Et j'essaie de le mettre en œuvre au niveau du fonctionnel. Et par la suite, je suis toujours sur le processus. J'ai arrêté mon objectif long-termiste, j'ai arrêté mon plan d'action de mise en œuvre de ma stratégie, et je suis aussi toujours sur la rétroaction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que je m'adapte. Donc la stratégie, c'est l'objectif. Le principal objectif, je le subdivise en sous-objectifs et puis en des objectifs opérationnels. Je voudrais maîtriser la langue française, ou la langue, le mandarin, ou tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'objectif long-termiste. Je ne pourrais pas parler mandarin ou, je sais pas, anglais ou allemand demain. Ça, c'est mon objectif sur le long terme. Ça, c'est mon objectif. Pour que je puisse arriver en matière de marche, il faut que je descende, je prenne la route et j'arrive de l'autre côté. Il y a des étapes, c'est la même chose à ce niveau-là. Donc c'est ça ce qu'on appelle le plan d'action. Le plan d'action, c'est les différentes étapes à travers lesquelles tu vas passer pour arriver à ton objectif, qui est un objectif stratégique. Que tu le subdivises par la suite en objectifs fonctionnels. Donc la rétroaction veut dire aussi qu'il faut évaluer à chaque fois l'avancement d'Yeli au niveau de l'entreprise, mais aussi si je voudrais parler de moi en tant que personne. Maintenant, la stratégie, les avantages, l'entreprise prospère, les étapes plus ou moins de la stratégie. Maintenant, on va parler des démarches stratégiques. Pas les stratégies en tant que telles, mais les démarches stratégiques.
féminin, généralement, et ça vous allez le trouver surtout sur les ouvrages anglo-saxons. Il y a 4 approches. Il y a l'approche délibérée, l'approche émergente, l'approche déduite ou stratégie réactive et l'approche construite aux stratégies proactives. Alors, l'approche délibérée, à ce niveau-là, l'entreprise va essayer d'analyser plusieurs stratégies et elle va choisir d'appliquer les stratégies d'une manière énergétique. C'est-à-dire que c'est elle, quelque part, qui décide et qui prend la décision pour adopter telle ou telle stratégie. Par exemple, si je prends l'exemple d'Orange comme entreprise pour s'installer au Maroc, c'était une stratégie qui est une stratégie délibérée, une démarche délibérée. Maintenant, elle a décidé de s'installer sur le marché marocain. Donc, il s'agit d'une démarche délibérée. Par contre, je pourrais aussi avoir des changements au niveau de mon environnement et je voudrais m'adapter à ce niveau-là et je vais parler d'une stratégie émergente. C'est-à-dire que je vais répondre à des événements dans mon environnement. L'oula, elle est délibérée. Yes? Je suis délibérée, j'ai décidé d'aller étudier l'anglais. J'ai décidé d'aller m'installer sur le marché Y. Donc ça, c'est une démarche délibérée. Une approche émergente, je vais essayer de m'adapter à mon environnement. L'exemple, c'est le fameux consultant qui commence à vendre du gel hydro. C'est une stratégie émergente. On pourrait dire que c'est une réaction qui voudrait venir dans ce sens. Et puis, tout simplement, c'est-à-dire que j'ai des changements au niveau de mon environnement et j'essaie de m'adapter. C'est là où je parle d'une stratégie émergente. Où je profite des occasions. Là, j'ai un problème et j'essaie de m'adapter. C'est ce que j'appelle une stratégie émergente. Mais je pourrais identifier des opportunités sur mon marché et je vais parler à ce niveau-là d'une stratégie déduite ou réactive. Une démarche, une approche déduite ou une approche réactive. Ou je pourrais construire une approche. C'est-à-dire, j'estime que j'ai une force à l'intérieur de mon entreprise et je vais essayer de l'exploiter. Et là, je vais parler d'une approche construite qui fait appel à mes ressources et à mes compétences. Et là, je me répète. Peut-être que j'ai donné beaucoup d'informations en même temps. L'oula, c'est une démarche délibérée. Une décision de l'entreprise, par exemple, une approche émergente. C'est suite à un changement au niveau de mon environnement, un problème au niveau de mon environnement et j'essaie de m'adapter. Donc ça, c'est une approche émergente. Et puis, j'ai une approche et une approche déduite. Et puis, une approche
plutôt une approche déduite ou une stratégie réactive. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je vais identifier une opportunité et je vais essayer ça veut dire de l'exploiter. Alors si je vous dis quelle est la différence entre l'approche déduite et l'approche délibérée, est-ce que vous saurez faire la différence? Si. Selon les situations, selon les études de cas, vous aurez cette question. يعني تعلموها وعرفوها tout de suite. Oui, madame? C'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Il a dit l'approche, l'ardite Tesla ou l'ardite Elon Musk. Le fait par exemple, d'aller sur tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est exploitation dans l'espace, c'est délibéré. C'est délibéré à ce niveau-là. Pourquoi il a voulu aller sur cette niche? Par exemple, l'approche émergente, toujours en parlant et en gardant le même exemple qui est l'exemple de Elon Musk. Il aime Chine un autre secteur, on Chine le secteur automobile. Ordina par exemple, je ne sais pas, Ordina par exemple Volkswagen. Le fait d'aller vers l'hybride et l'électrique, c'est une démarche à ce niveau-là émergente. Parce que, je ne sais pas qui m'avait parlé, est-ce que c'est vous ou un autre groupe, qui m'avait parlé de tout ce qui est lié aux voitures qui roulent avec le diesel. C'est pas vous, en fait c'est quelqu'un qui s'intéresse, maintenant j'ai le souvenir, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux voitures, même s'il est étudiant, mais il adore les voitures. Et donc il adore tout ce qui roule au diesel. Et là j'ai l'exemple de Volkswagen. La raison d'être de Volkswagen, c'est les voitures qui roulent au diesel. C'est pas même pas l'essence. Moi le concept de base, c'est les voitures de diesel. Parce que c'est des voitures quand même performantes. Ou sinon le Volkswagen, la traduction de là, c'est la voiture du peuple. Voyez? Et donc le concept de l'entreprise, l'oulani, c'est rouler au diesel. Mais est-ce que rouler au diesel c'est-à-dire va constituer un avantage concurrentiel pour... Elle va s'adapter, elle était obligée de s'adapter. Tout d'abord avec le premier scandale d'ELA, avec le logiciel qui diminuait un petit peu les effets de CO2. Si vous suivez encore une fois les différentes stratégies, le Volkswagen, le logo d'ELA, Das Auto. Non, ça a changé. Le Volkswagen. Pourquoi? Parce que c'est dû au scandale, je crois, en 2008 ou en 2009, si ma mémoire est bonne, qu'il y a donc un problème de logiciel. C'est-à-dire qu'elle émet plus de CO2 pour le logiciel est extrait. Vu qu'un homme a raison d'être, c'est le diesel, choisir d'aller vers l'hybride ou vers l'électrique, je ne suis pas maître de ma décision à ce niveau-là. C'est une stratégie émergente, ou c'est une approche émergente qui essaie de s'adapter à l'environnement. Au Machi est rare parce qu'il y a Tesla qui concurrence ou quoi que ce soit. C'est aussi les lois. Par exemple, dans le niveau de l'Union européenne, on incite de plus en plus d'aller vers l'hybride, et même pas l'hybride, va aller vers l'électrique. D'ici 2030, plus aucune voiture de diesel ne circulera. Tesla, ils ont installé récemment
ça va venir. Même en Europe, Tesla n'est pas très développé. Tu vas la trouver vraiment dans les pays scandinaves. Je ne suis pas sûre des Amériques. C'est possible, mais moi, par exemple, en Europe, je l'ai vu surtout, par exemple, dans quelques régions de Suisse, quelques régions de France, pas tout. C'est-à-dire que c'est pour une catégorie bien spécifique qu'il faudrait se positionner, comme on l'avait dit tout à l'heure, madame tout à l'heure, par rapport à la marque. Au Maroc, je crois que j'en ai vu une ou deux. Mais ça viendra avec le temps. Tout simplement pour vous dire, Tesla, la stratégie de Tesla, c'est une stratégie délibérée au départ. Une approche délibérée. Mais pour Tesla. Par contre, pour Volkswagen, c'est une stratégie, c'est une approche émergente, obligée par l'environnement. Est-ce que je peux vous passer l'idée, vous avez pu comprendre l'idée? Et puis j'ai... Vas-y. Oui, pour la déduite et la construite, tout à fait différentes. Alors, c'est comme un autre exemple pour que vous puissiez un petit peu nous comprendre. Il a مثلا le Bitcoin. C'est une stratégie ou c'est une démarche déduite ou la émergente? Émergente. Vous n'avez pas ce concept au départ. Donc c'est une stratégie émergente. Pardon, ce que je suis en train de dire. Oui, pardon, délibérée. Excusez-moi, c'est une stratégie délibérée. Parce que au niveau du marché, c'est moi qui avais quelque part décidé de créer ce type d'entreprise, de ce type de monnaie. Maintenant qu'il y a d'autres monnaies qui se développent dans ce sens. La crypto-monnaie, c'est une stratégie déduite, émergente, déduite. C'est une stratégie émergente. C'est pour les banques. Encore des exemples. Émergente, l'approche délibérée, c'est une stratégie délibérée de l'entreprise. Il y a qui décide de s'installer sur un marché ou diversifier ses activités ou. Voilà, alors vous pouvez avoir deux démarches en même temps. Ça ne veut pas dire que j'ai dit une seule démarche. Et d'abord, j'essaie de vous faire la différence. Pas forcément. Ça peut qu'elle existe avant, qu'elle existe déjà. Pas forcément. Par exemple, le fait de s'installer sur le marché marocain pourrait être une décision délibérée, mais aussi déduite. Elle a détecté des opportunités et elle s'est lancée. Comme elle aurait pu ne pas décider de venir au Maroc. Émergente, je vais m'adapter à l'environnement. La dernière stratégie, qui est la stratégie construite ou la stratégie proactive, c'est simple. On dit des ressources à l'intérieur de l'entreprise Diali ou des compétences à l'intérieur de l'entreprise Diali et je vais les utiliser ou les exploiter. C'est tout simple. Je répète. On dit 4 approches. On dit l'approche délibérée, on dit l'approche émergente, on dit l'approche déduite et puis on dit l'approche construite. L'approche délibérée. Je décide d'aller ou de diversifier ou d'aller sur un créneau, ou sur un marché, ou de développer une activité.
كنت كندير الصابون غدا بغيت ندير التين باش نعربو ونقادو المسائل فهمتي. اليوم كندير التين غدا بغيت ندير الصابون غدا بغيت ندير الشامبوان غدا بغيت ندير الصابون البلدي قالها لي مخي pas dans ce sens mais bon c'est une stratégie délibérée, c'est un choix. Comme c'est le cas, par exemple, pour Tesla, pour revenir à Tesla, c'est une stratégie délibérée. Peut-être le Bitcoin, délibéré. Mais ça, par la suite, tout ce qui est voiture, les batteries pour arriver aux voitures, l'aéronautique, délibéré. S'il a décidé, l'entreprise a décidé d'aller sur quelque chose. Émergente, là, je vais m'adapter à mon environnement. Qui n'est pas l'environnement à laquelle c'est une menace à laquelle je dois m'adapter. Exemple, avec un exemple de la vie courante, on va me dire en tant qu'individu. Quand il était annoncé, il fait beau, il a mis des chicopotes d'hier. Je vais tomber malade. Donc là, je vais m'adapter à mon environnement. Qui est un risque? Ils ont annoncé 25, mais quel est le cas? J'ai avec moi, je vais m'adapter, je vais mettre ma jaquette. Je suis obligée quelque part. C'est-à-dire que c'est un événement externe qui m'oblige à m'adapter. Délibéré. Déduite ou construite. Déduite, j'ai des forces et je vois des opportunités sur le marché. Et je m'installe ou là je développe d'autres activités. Approche construite, j'ai des forces à l'intérieur de l'entreprise et je voudrais les exploiter. Par exemple, comme avec l'exemple, je suis aujourd'hui sur Tide et demain je suis sur le savon et je voudrais par la suite être sur les shampoings. Ça être délibéré ou construite en même temps. Ça n'a qu'une seule approche. Et une approche qui pourrait être ça, j'ai des compétences en interne, j'ai des connaissances, je vais les exploiter. Je suis fort en mécanique, par exemple, par exemple, une partie du moteur, je vais décider d'en faire une autre partie, tout simplement parce que je sens que j'ai les compétences pour le faire. Je développe du shampoing, je voudrais développer aussi du savon parce que tout simplement, j'ai la possibilité de le faire. Je développe du savon et puis je voudrais aller sur autre chose, sur la télécommunication. Qui voulait dire là. Donc là, il y a une démarche. C'est clair? Et vous pouvez, comme je vous ai dit, si vous avez parfois des questions, vous pouvez avoir les deux. Parce que comme tout le monde qu'est-ce que je veux dire, je me une question, vous pouvez dire ou c'est ça et ça. Les choses commencent à se corser, yes. C'est très facile, oui. L'approche déduite, c'est par rapport à mon environnement. Je détecte des occasions au niveau de mon environnement, j'ai des forces et je vais y aller. Par exemple, oui, à ce niveau-là, si tu parles d'innovation, je dirais plus ce sera sur l'approche construite, pas vraiment sur l'approche déduite. Je vais dire pour la prochaine fois, je vais vous un exercice. On va travailler ensemble.
تقراو دو تكست يعني خاصنا نزيدو شويه الوقت vous dérange pas on garde ça comme ça la prochaine fois نجيب l'exercice غتفهموني مزيان ce que je suis en train de raconter. Oui, je peux vous l'envoyer. Une adresse où je vous l'envoie et je le mets aussi sur la plateforme. Là, il faut... Moi aussi, parfois, je suis confondue entre les quatre. Il faut bien les maîtriser. C'est presque la même chose, avec quelques changements très minimes. Oui, j'ai dit que c'est comme la première séance. Notez. Et même si tu auras des exemples, ils vont être cités, l'exemple de l'entreprise, sans entrer dans les détails. Très bien, ça c'est les démarches. Par la suite, on va voir aussi les différentes stratégies. Je vais seulement les citer et c'est à fur et à mesure qu'on va les traiter par la suite vers la fin de notre cours. On a ce qu'on appelle la stratégie concurrentielle, la stratégie directrice, la stratégie internationale, la stratégie d'innovation et la stratégie fonctionnelle. Votre camarade là au niveau de son support. Des stratégies, on va les voir par la suite. On va les détailler. Comme un avant-goût de ce qu'on va faire par la suite. Les démarches, il faut les maîtriser maintenant. Les stratégies, vous pouvez les garder pour la suite. Une petite introduction, je vais vous mettre. On a la stratégie concurrentielle, qui est une autre stratégie directrice, avec une intégration verticale. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous... Puisque je n'ai pas le support, je ne vais pas vous donner beaucoup d'informations. Qui a la stratégie internationale, qui a la stratégie d'innovation. Ou qui a la stratégie fonctionnelle. Donc, c'est comme les démarches, ou qu'il y a plusieurs stratégies qu'on va prendre par rapport, qui sont liées aux démarches qu'on va adopter au niveau de l'entreprise. Maintenant, la question qui se pose les jeunes, c'est la stratégie, démarche, à votre avis, qui est responsable c'est-à-dire qui est la responsable, le responsable ou la responsable pour arrêter les décisions stratégiques? Oui. Le directeur général ou le PDG? Est-ce que le PDG travaille tout seul? Oui, madame. Ça dépendra. Si on est dans une SA ou dans une grande entreprise, ça sera la direction générale. Excusez-moi. Je vais vous poser une question peut-être faite. Si je vous demande de faire la différence entre un manager ou un gestionnaire et un leader, est-ce que vous serez capable de le faire? Non, c'est pas la même chose. C'est le leader à agir. C'est-à-dire ce qu'on reçoit le premier semestre. Je vais vous poser la question autrement. L'examen.
Est-ce que un manager est forcément un leader? Est-ce qu'un leader est forcément un manager? On va voir pourquoi. Vous n'êtes plus à une étape de dire oui ou non. Vous êtes en licence. S5. S'il vous plaît. Oui. Donc oui, un leader, c'est quelqu'un qui planifie, organise aussi, mais aussi le manager planifie et organise. On fait un brainstorming et on va voir par la suite, à travers les différentes définitions que vous allez donner, on la définition de thème. Oui, monsieur. Et là. Ton camarade par la suite. Oui. 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 Pourquoi pas? Ça t'a l'air compliqué. Très haut. Le manager ou le gestionnaire réalise un salaire et l'autre réalise un bénéfice. Moi, je dirais que les deux, normalement, ils sont censés permettre à une entreprise ou une organisation de manière générale d'être efficace et efficiente. Et si une entreprise, elle doit dégager du bénéfice. Tu t'approches de la réponse. Oui. Presque. Le leader, c'est celui qui commande. Oui. Et prend des initiatives. Oui, madame. Est différent. Oui, je donnerai la parole à deux autres personnes. Vous, monsieur. Le leader peut prendre la responsabilité. Propose des stratégies qui s'approchent. Excellent. Très très bien. Oui. Oui. En fait, c'est pour faire simple. Très très simple. C'est pas tout manager qui peut être un leader. Et c'est pas tout leader qui pourrait aussi être un manager. Normalement, un manager devrait être un leader. Rajata, par exemple, quelqu'un qui est très fort dans la planification, dans la budgétisation, dans tout ce que tu veux. C'est un gestionnaire. Mais est-ce qu'il pourra mettre en place sa stratégie ou son plan d'action? S'il est un leader, il pourrait le faire. S'il n'est pas un leader, il ne pourrait pas le faire. C'est-à-dire que le leadership, c'est quelque part c'est une caractéristique personnelle. Qui est dans le leadership inné. Donc les gènes. Généralement, c'est le petit. Ou c'est le grand, l'aîné. Ça dépend, on rigole. Ça dépend. Mais dans chaque groupe, dans la révision, un leader. C'est quelqu'un qui sait mener le groupe.
C'est-à-dire, excusez-moi le terme, c'est quelqu'un qui peut conduire le troupeau. Le politicien, c'est un leader. Il a Khadina, par exemple, Barack Obama, il a un certain leadership. Macron, Macron aussi, il a un certain leadership. Il l'a, à mon avis, il l'a. La personnalité aussi, même s'il est tout petit, mais il est pas mal. Il a je ne sais pas si vous le connaissez. François Hollande. Il n'a pas vraiment de leadership. Vous voyez? Donc le leadership, c'est une caractéristique plus personnelle. Et même au niveau du gouvernement marocain, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Il a le PJD, il a Boukiran, il a Atmani. الأول عنده الليدر الثاني. Vous voyez, c'est seulement pour un petit peu vous choquer avec tout le respect que je dois aux deux personnes. Donc, ça c'est du leadership. Gestionnaire, c'est quelqu'un qui est très fort dans la planification. Mais est-ce qu'il pourrait être leader? C'est la question qui se pose. On aura par exemple parfois des ingénieurs très efficaces sur la planification. Le budget, avec des fichiers que tu ne peux pas imaginer. On peut les mettre le monde. C'est-à-dire qu'il est un bon gestionnaire, mais il n'est pas un leader. C'est-à-dire que normalement, un gestionnaire devrait être un leader. Alors, pour que je puisse arrêter ma stratégie, j'aurai à la fois besoin de gestionnaire, mais aussi de leader. Il a dit tout l'exemple de Facebook. Est-ce que le DG ou Omar, il est gestionnaire, il est actionnaire. Il est actionnaire, vous savez, à l'intérieur de son entreprise. Mais ce n'est pas le gestionnaire ou le leader du groupe. C'est-à-dire, pour chaque entité, pour qu'elle puisse à la fois développer sa stratégie et la mettre en œuvre, grâce à les deux éléments. Un gestionnaire leader. Ou seulement un leader, et il va faire appel à des gestionnaires qui vont un petit peu faire le travail à sa place. Le charisme, moyen de discuter, d'échanger, de s'imposer, etc., etc. C'est dont on a besoin. Alors la décision stratégique, vous m'avez dit tout à l'heure, elle est prise par le DG. Elle est prise par le directeur général ou le gérant si on est dans une petite entreprise. Mais normalement, la décision stratégique, elle est prise par l'ensemble du comité de direction, mais on doit aussi faire appel, ça veut dire, aux autres couches au niveau de l'entreprise. Je veux des stratégies, par exemple, nationales, parce que c'est aussi de la stratégie. C'est une stratégie de gouvernement, ou une stratégie d'un secteur gouvernemental. Parfois, les stratégies, surtout par exemple quand je vois un petit peu comment la mise en œuvre elle est faite, par exemple tu prends un ministère X, la décision elle est prise au niveau du ministère. Normalement chaque ministère a une délégation d'IEM. Par exemple la santé, elle a une délégation. Qu'on appelle ça des détachements du ministère au niveau des régions ou au niveau des provinces ou autres. Parfois, le souci qui se pose, la décision sera du ministère. On la pose au niveau des détachements des ministères. Là, il y a un problème. Parce que tout simplement, on n'a pas impliqué les différentes parties prenantes au niveau de la prise de décision. Ce qui fait, on va arrêter un plan d'action.
la mise en œuvre sera difficile. Tout simplement, il y a plusieurs raisons et qui expliquent l'échec. Et parmi les raisons aussi, c'est le problème que tu n'as pas impliqué c'est-à-dire les différentes parties prenantes, notamment les personnes qui seront quelque part invitées à appliquer ta stratégie. Donc, la stratégie, les concepts de management, l'entreprise est à la fois descendante et ascendante. Il ne peut pas un seul côté. Si elle est dans un seul côté, ça va encore une fois, excusez-moi le terme, ça va foirer. C'est-à-dire que ça sera un fiasco ou un échec total. Il faut aller dans les deux côtés, descendant et ascendant. Et c'est là, c'est un échange, c'est là où il vient le diagnostic interne et externe de l'entreprise ou de l'organisation. Voilà, Calico.